Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une conférence un peu particulière. On est dans une collaboration entre Moodwork et l'Institut SAE. Alors, on reçoit aujourd'hui Madame Lise Bourbeau, pionnière sur les questions de bien-être, philosophe et auteure de best-sellers. Elle est fondatrice de Écoute ton corps et cofondatrice de l'Institut SAE. Avec nous, le docteur Christophe Hague, docteur en psychologie sociale, on ne le présente plus. Il a récemment écrit un ouvrage sur la contagion émotionnelle. Et enfin, Monsieur Jean-Louis Mersch, consultant certifié sur le bien-être au travail, la communication, le management des ressources humaines. Il est également cofondateur de l'Institut SAE. Alors, le sujet aujourd'hui est comment retrouver son enthousiasme au travail après la crise sanitaire. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à Lise, qui me fait grand plaisir d'être parmi nous. Donc là, il est 9 h à Montréal, c'est ça? Oui. Voilà, en direct. Et puis bonjour à Christophe. Bonjour. Voilà, donc on va avoir ce temps qu'on a souhaité au mois de juin organiser par rapport à un thème qui nous paraît vraiment fondamental, puisqu'on vit une période absolument unique dans nos existences, puisque ça n'a jamais existé. On vit une crise sans précédent qui a des répercussions et des bouleversements sur chacune et sur chacun. C'est sûr que le thème, c'était comment retrouver son enthousiasme au travail après la crise sanitaire. Et là, au regard de ce qui se passe ces 10 derniers jours, on pourrait dire pendant la crise sanitaire, puisqu'on n'est pas sorti de cette crise avec de nouveaux confinements et avec des habitudes qui sont encore là à aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps partir d'un certain constat et ensuite de pouvoir interagir. Donc, je veux juste vous dire qu'avec Lise et avec Christophe, on a l'habitude de se tutoyer. Donc, ne soyez pas surpris de cette habitude. On va la garder pour plus de convivialité entre nous. Il est certain que la crise peut être vécue de deux manières. Soit c'est vraiment quelque chose de terrible, soit ça peut être une opportunité. Volontairement, nous, on a le parti pris de penser que ça peut être une opportunité parce qu'elle nous oblige à poser un autre regard sur la vie, tout simplement, et sur le temps aussi. On a découvert avec cette crise que la notion de temps était au cœur de nos préoccupations entre le temps personnel et le temps professionnel. On nous a tellement dit que l'entreprise était un lieu où on devait trouver le bonheur. Vous savez, dans l'entreprise, il y a des happiness managers. Ça nous oblige peut-être maintenant aujourd'hui à nous poser la question sur vraiment le sens de l'entreprise, le sens du travail, et d'utiliser cette crise comme une opportunité justement pour nous demander si l'entreprise n'est pas un lieu pour la performance, pour la joie, mais finalement si le bonheur, c'est pas dans notre vie privée. Je suis en train de vous dresser toute une série de questions qu'on va aborder durant cette conférence. Également, la question sur la notion de l'individuel par rapport au collectif. C'est-à-dire aujourd'hui, on découvre qu'avec le télétravail, on a réappris à redonner du sens au travail individuel, alors que dans nombre d'entreprises, la réunionite, vous savez, les réunions en répétition, dès qu'il y avait une question, un problème, réunion. Là, on a bien dû développer sa propre responsabilité et son efficacité aussi derrière. Derrière tout ça, on a aussi découvert qu'une entreprise, c'était pas qu'un poste de travail, c'était aussi un système de valeurs. C'est-à-dire que quand on recrute un emploi, on se rend compte là aujourd'hui que ceux qui avaient recruté aussi un système de valeurs par rapport au leur ont eu plus de facilité à pouvoir gérer, entre guillemets, cette crise. Donc, fort de tout ça, vous avez bien compris que l'enthousiasme a été un petit peu malmené et certaines personnes aujourd'hui ont encore des difficultés à réussir à gérer leurs émotions et à pouvoir avancer. Donc, l'idée de cette conférence est vraiment de vous apporter des solutions pratiques. C'est vous qui êtes au cœur de cette conférence. C'est pas des paroles sur c'est quoi le travail, c'est quoi la crise. Non, c'est pas ça. C'est comment vous aujourd'hui vous pouvez apprendre à décoder ce qui se passe en vous pour pouvoir faire sens avec ça. Et bonne nouvelle, ça s'apprend. Et c'est pour ça que c'est un grand plaisir que Moodwork ait souhaité nous inviter avec Lise, puisqu'avec Lise, on a souhaité vraiment apporter des solutions pratiques, simples et directement opérationnelles. Lise, est-ce que tu pourrais, pour démarrer, nous donner une définition de ce qu'est l'enthousiasme par rapport à la motivation? C'est quoi l'enthousiasme? Oui, c'est pas évident hein, de donner une définition facile à intégrer, mais pour moi, l'enthousiasme, j'ai beaucoup aimé quand j'ai appris que ça dérivait du mot entheos, qui veut dire en Dieu. Ça veut dire de reconnaître, toujours être en contact avec nos talents, nos capacités, surtout notre grande capacité de créer. Et puis,
Moi, je sais qu'à chaque fois que quelqu'un me demande ça a été quoi l'élément principal pour ton succès dans tout ce que tu as fait, j'ai toujours répondu l'enthousiasme. Même si j'avais des problèmes comme tout le monde, puis plein parce que je me suis beaucoup investie, puis j'ai pris beaucoup de risques dans ma vie, surtout financiers. Mais toujours enthousiaste, c'est-à-dire être capable de sentir de la joie à l'idée de quelque chose. Tu sais, on me disait, toi, là, quand on parle avec toi, là, pendant 10 minutes, là, on retourne chez nous, on est plein de joie, on a hâte à ci, on a hâte à ça. C'est communicatif, l'enthousiasme. On la sent chez les gens. Fait que, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur de soi et ça va avec notre vision de la vie. Parce que j'ai toujours dans ma vie personnelle et professionnelle des choses qui m'enthousiasment. Tu sais, comme là, avec le COVID, avec la pandémie qu'on a eu à subir, quand j'ai su que tout de suite, au début, nous, on s'est tout de suite tourné très vite. On avait plein d'ateliers avec beaucoup d'inscriptions déjà d'avance. On a dit, ça y est, ma fille et moi, qui gère la compagnie, Monica, on a dit, ça y est, on transforme nos ateliers pour les donner en ligne. Mais tu vois, ça m'a enthousiasmée parce que c'est pas devenu une grosse charge de travail, puis non, il faut faire ça. Tu vois, c'est ça la différence. J'ai dit, wow, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. On savait qu'il faudrait aller en ligne et tout ton corps, mais ça nous semblait tellement un gros dossier qu'on disait, c'est pas nécessaire, ça va bien en présentiel, nos ateliers, bon, pourquoi? Et puis, mais là, l'univers s'est occupé de nous le faire. Alors là, c'était sans arrêt tout ce qu'on apprenait, mon équipe et moi, tout apprendre comment donner des ateliers, les transformer, surtout sur papier, là, pour... c'est pas la même chose, c'est pas les exercices et tout. Après ça, toutes les choses qu'on découvrait, on était toujours en train de changer. Non, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Puis là, je chantais un enthousiasme de toute l'équipe a été super occupée à faire ça. Alors, tu vois, on aurait pu se dire, se laisser aller, puis dire, on a rien à faire, on va attendre que ça recommence. Tu vois, c'est l'enthousiasme qui nous donne de l'énergie. C'est très énergisant. Ouais. Et la différence entre enthousiasme et motivation, est-ce qu'on pourrait dire que la motivation, ça vient de l'extérieur, alors que l'enthousiasme, on a chacun un enthousiasme en nous, mais on l'a peut-être oublié. C'est pas naturel, l'enthousiasme? L'enthousiasme est présent chez tout le monde. On a tout ça parce qu'on est tous des dieux créateurs. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas assez en contact avec ça à cause de notre ego qui nous fait peur, qui nous fait sentir coupable, qui nous donne toutes sortes de raisons pour ne pas réussir puis ne pas avoir de la joie dans notre vie. Mais non, une motivation, on est motivé, quelque chose nous motive. Par exemple, je ne sais pas moi, d'avoir un boni d'extra si j'arrive à faire quelque chose plus rapidement, par exemple. Tu sais, c'est une motivation, mais ça vient plus de choses extérieures, tandis que l'enthousiasme vient de l'intérieur de nous. Tu dis toujours, toi, que ça fait waouh à l'intérieur de nous, c'est ça? C'est une espèce de... Régulièrement, on sent ça, hein, c'est ça? Ben moi, le wow, je l'utilise surtout pour définir si ça répond à un besoin ou non. Fait qu'aussitôt que j'ai une idée, puis là, je dis, comment je me sens là, à l'idée de faire ça, puis de réussir ça, ou d'aller vers ça. Puis là, si ça fait wow en dedans, je sais que ça répond à un de mes besoins. Même si des fois, je ne sais pas trop comment le faire, ou ça peut peut-être me faire peur un peu, mais la motivation puis l'enthousiasme est plus fort que les peurs. Donc, je pense. Christophe? Je vais être en rebond de Lise, parce que dans ce que tu dis, Lise, il y a un truc, il y a une thématique qui ressort, c'est qu'en fait, l'enthousiasme, c'est la vie. Moi tu as utilisé plusieurs fois le mot Dieu. Pour moi, l'émotion, c'est la particule de Dieu. Et je veux dire, si on n'a pas ça, on n'est pas animé. Tu sais, on est Pinocchio, mais sans Geppetto. Et je pense qu'on est les deux à la fois. Tu vois, on est et Pinocchio et Geppetto. On est tous câblés de la même manière. On a tous une plomberie avec nos organes et tout, qui sont à peu près placés pareil chez tout le monde. Mais qu'est-ce qui anime tout ça? Qu'est-ce qui fait que ça se met en mouvement? Tu vois, c'est la différence entre un dessin et un dessin animé. Et l'enthousiasme, elle te permet de te mettre en mouvement. Alors après,
Je suis d'accord, c'est quelque chose qui vient au fond de toi, qui est intimement lié à ton souffle vital, parce que si tu n'as pas ça, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais tu es essoufflé et ta vitalité s'éteint en fait au fur et à mesure. C'était Balzac qui disait un truc du genre l'homme meurt en fait une première fois à l'âge où il perd son enthousiasme. Mais je trouve qu'il y a un peu de ça. Il y a des espèces de deuil qui se font en nous quand on n'est plus animé par ça. Et ça, comme tu le disais, Lise, c'est contagieux en fait. Tu disais, tiens, autour de nous, ça crée des synergies, ça crée des trucs fous, ça bulle, c'est organique, quoi, c'est vivant, c'est cellulaire, c'est pas quelque chose de froid, c'est pas de l'acier, c'est pas du métal. Après, ça s'apprivoise, je pense, cet enthousiasme aussi, parce que tu as des gens, effectivement, qui confondent ça avec une motivation extrême. Et on a déjà eu cette discussion dans d'autres endroits, mais moi, ma mère me disait toujours un truc, mais depuis que j'étais petit, elle me disait, tu sais, la lune, là-haut, tout le monde veut la décrocher. Mais elle est super bien placée où elle est. Pourquoi vouloir la décrocher? En revanche, tu peux avoir plein de rêves, plein de trucs comme ça. Mais ne te mets pas une pression de fou avec, tu vois, peut-être des normes sociales qui vont derrière, plein de cases à ticker. Elle dit, la lune, tu l'atteindras si tu penses simplement la vie. Si tu penses les choses simplement. Et là, ça viendra naturel. Ne pense pas à décrocher la lune, pense juste à te faire plaisir et être dans l'agréabilité. Et là, la lune, tu atteindras, tu mettras le pied dessus, tu te feras un super selfie, etc. Mais pense d'abord à te faire plaisir. Pense à être dans l'agréable. Et Lise, c'est ce que tu dis depuis avant. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est ça, il est là l'ingrédient principal. On apprend aux gens à dire non. Ouais, surtout, apprends à dire non. Non, moi j'ai envie de leur dire, apprends à dire oui à ce qui résonne vraiment fondamentalement en toi. La démarche n'est pas la même, tu vois, d'un point de vue cérébral. Et je pense que ça crée quelque chose de beaucoup plus énergisant dans nos vies. Mais il se trouve que la crise a pu altérer cet enthousiasme, parce que quelque part, ça a réveillé des peurs. Lise, est-ce que tu penses que ce sont des nouvelles peurs ou c'était des peurs que chacun avait déjà en soi, cette crise? Non, on n'a jamais des nouvelles peurs. On a plein de peurs dont on n'est pas conscient parce que si on regarde les études psychologiques, ils disent qu'on est à peine conscient de 10% de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, on a 90% de nos peurs qu'on n'est pas conscient. Et tu sais, combien de fois, moi, je parle à quelqu'un, pendant qu'elle parle, je sens qu'elle a peur, je dis, mais est-ce que tu as peur de quelque chose? Oh non. Tu vois, tout de suite, là, c'est le déni. Puis, donc, les peurs, les peurs sont là d'abord, avant de naître, c'est tout inscrit dans notre âme. Et puis on a à gérer certaines peurs dans chaque vie. On a besoin de travailler sur ça. Fait que la pandémie a vraiment éveillé beaucoup de peurs. Et alors, moi, je me dis, d'un côté, c'est une bonne chose parce que ça aide les gens à être conscients. Mais ceux qui vont refuser d'utiliser cette expérience pour devenir plus conscients vont avoir beaucoup de difficultés par après. Moi, j'ai des amis là, que je ne m'attendais jamais qu'elles réagiraient de cette façon-là. J'ai été vraiment prise par surprise de sentir la panique dans leur voix au téléphone, là, dans ce qu'ils vivent. Là. Puis même encore aujourd'hui, tout le monde ici, on marche sur les rues et tout. Elles sortent même pas encore de la maison. Tu sais. L'autre jour, j'avais une auto à côté de moi, un monsieur, on était arrêtés au feu. Là. Le monsieur avait, dans son auto, tout seul, il y avait un masque, une visière, des gants, puis il avait mis du saran wrap autour de la roue de son auto. T'imagines les peurs que ce monsieur-là vit, l'angoisse, la panique qu'il vit là, depuis 3 mois, là. Comment il va s'en sortir, tu sais? Donc, c'est là, on est dans une période charnière très importante sur la planète Terre, dans l'histoire de la planète Terre. Et puis les gens, pour moi, ça va être ça passe ou ça casse. Mais je vois de l'autre côté des gens qui sont beaucoup plus conscients, qui prennent le temps de travailler sur eux puis de dire hey, là on travaille en famille, on a des bonnes discussions, puis là, on a géré plein de choses. Tu sais, on a toujours des deux choix, hein? On a toujours des choix dans la vie, même. Mais concrètement, pour quelqu'un qui a cette peur, justement, est-ce que le comment est important dans notre conférence aujourd'hui? Est-ce que tu aurais un outil
à donner à quelqu'un qui subit, entre guillemets, cette peur, pour qu'elle reprenne son pouvoir sur sa vie? Tu peux lui dire. Oui, bien, premièrement, il faut que la personne le veuille. On ne peut pas le faire pour elle si elle ne veut pas. Si elle dit, là, j'en peux plus, je suis en train de devenir folle là, avec mes peurs, là, je sens là, que j'ai perdu le contrôle. Est-ce que tu peux m'aider? Ah ben là, je pourrais, moi, la travailler avec elle, la faire travailler sur ses peurs, puis juste dire, ben, qu'est-ce que tu veux dans la vie? La faire travailler beaucoup plus de ce qu'elle veut. Est-ce que tu veux passer le reste de tes jours à vivre comme ça, dans la peur? Ça serait quoi, toi, la vie idéale? Je la ferais beaucoup travailler sur ce qu'elle veut, lui faire découvrir ce qu'elle veut, puis porter son attention sur ça. Quand la peur prend le dessus, ben là, aussitôt qu'elle s'en rend compte, bon, un instant, c'est quoi je veux? Puis là, tu sais, mais ceux qui ont des énormes peurs, là, qui sont quasiment des obsessions, c'est pas évident parce que c'est tellement fort, là, tu sais, ceux qui ont la capacité de voir les formes pensées, parce que chaque peur, c'est comme une forme pensée qui flotte autour de nous. Les peurs qui deviennent obsessives, là, les formes pensées sont plus grosses que la personne. Fait qu'elle est envahie, là, tu sais. Fait que ça, c'est pas évident. Selon moi, il va peut-être aussi se passer quelque chose au niveau planétaire, au niveau énergie là, invisible pour aider justement les gens à se défaire de ça parce que je pense que là, l'énergie de l'ère du Verseau est très, très active. C'est comme quand est-ce que vous allez rentrer dans l'énergie de l'ère du Verseau? Puis c'est l'énergie d'intelligence, l'ère du Verseau. C'est pas intelligent de se laisser dominer par les peurs comme ça. Puis de complètement oublier tout ce qu'on veut dans la vie, puis juste laisser les peurs dominer. C'est tout à fait contraire à l'énergie maintenant. Donc, c'est pour ça que là, on a une situation là, qui incite la planète au complet à se prendre en main. Donc l'idée, juste pour ceux qui nous écoutent, l'ère du Verseau, c'est une nouvelle ère qui est maintenant dans l'être. Avant, on était dans l'avoir et le faire. Maintenant, on est dans l'être pour avoir et faire ça. C'est ça. Qu'est-ce que je veux être? Est-ce que je veux être dans la peur ou si je veux être calme, sereine, joyeuse? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Tu sais? Et c'est là où Christophe nous expliquait, tu sais, tu me parlais d'une journaliste là qui avait une opportunité justement de partir et qui a été. Je trouve que ça serait intéressant parce que ça illustre vraiment en quoi la crise peut être aussi une opportunité pour apprendre à être, enfin se reconnecter à soi dans sa verticalité, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans ma vie. Comme dit Lise, il ne faut pas qu'on soit prisonnier après de peurs obsessionnelles. Il ne faut pas que ça dure dans le temps parce que là, effectivement, tu as tout un tas d'effets extrêmement toxiques sur l'individu. En revanche, je pense qu'à un moment, et tu le disais aussi, Lise, mais à un moment, prendre ces éléments-là comme des informations qui te disent un truc quand même, parce que cette peur, elle ne vient pas de nulle part, elle donne un état des lieux, en fait, de ce qui se passe sur cette planète et dans cette humanité. C'est une photographie, un instant T, qui se produit et qui nous touche tous. On l'a tous devant les yeux. Moi, je pense que quand tu l'as devant les yeux, ben, il faut un peu les ouvrir, les yeux, en fait, à un moment. Il faut que tu les ouvres et que on dit souvent, oui, se confronter à ses propres peurs. Ben, je pense que là, c'est le moment ou jamais, où tu les regardes en face. Mais après, c'est là où c'est compliqué, je suis bien sûr d'accord avec lui, c'est de ne pas en être prisonnier une fois que tu as ouvert les yeux. Qu'elles ne deviennent pas, tu vois, que tu en rêves, que tu en cauchemardes. Mais derrière, le simple fait de les accepter à un moment, ces peurs, et de creuser pour juste trouver quelle est la signification, parce que derrière chaque émotion, tu as une signification qui est propre. Cette peur, elle était peut-être celle de ne pas être suffisamment libre dans ta vie. C'était peut-être une peur qui était liée de ne pas réussir. Peut-être une peur de dire, mais tiens, attends, là, je suis à un mi-parcours de ma vie dans mon CDD de vie sur cette petite boule bleue. Je regarde dans le rétro, oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? C'est en dissonance par rapport à qui je suis. Bon, bref, une peur liée à un constat, tu vois, que Covid a pu t'amener, etc. Mais je pense, en fait, qu'il faut à un moment les regarder, essayer de creuser ce qu'il y a derrière. Et c'est-à-dire à un moment, quand vraiment tu te dis, ok, j'ai peur, que tu fermes les yeux, que tu respires un peu, que tu fasses n'importe quoi, je pense qu'à un moment, tu vas avoir plein d'espèces de phénomènes de décantation, tu vas avoir une petite information, un petit panneau signalétique qui te dit, attends, c'est ça qui se cache derrière ce bulldozer-là, qui est la peur qui te fait trembler, qui te fait, qui te met dans des états pas possibles. Et si ça, tu arrives à capturer, en fait, cet élément-là, derrière naîtra l'enthousiasme. Je voyais, il y avait une question à un moment, une remarque,
C'est oui, mais quand est-ce qu'on sait que si c'est pas de la résilience, de l'enthousiasme? Mais oui, mais des fois, c'est dans le chaos, en fait, que naît le plus grand des enthousiasmes. Parce qu'il faut reconstruire, il faut se reconstruire. Il y a une dynamique qui se crée d'un terrain qui a été abîmé, qui a été déstructuré, qui a été bombardé. On a été kalachnikovés d'angoisse, H24, relayé à travers les journaux, à travers les chaînes en continu, etc. Mais derrière, il y a quelque chose quand même de réel là-dedans. Et je pense que, et c'est ce que j'ai déjà dit une fois, moi, c'est comme si la Terre, en fait, elle avait été entièrement plongée sous l'eau. Tu sais, c'est comme si les océans et les mers avaient pris, et on avait tous la tête sous l'eau. On a pendant le Covid tous la tête sous l'eau. Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec les plongées en profondeur. On a plongé. Pour certains, on est allé dans les profondeurs de notre âme, en expérimentant des émotions d'une puissance inouïe, qui nous ont secoués. Il y a des gens qui se sont séparés. Il y a eu des prises de bec mémorables. Enfin, il y a des gens qui ont vraiment pété les plombs. Je l'ai vu dans des émissions radio, des auditeurs qui appelaient, qui jetaient les meubles par la fenêtre. C'était à ce niveau-là. Il y avait des choses folles qui se sont produites. Ben, je pense que quand on a touché ça, quand on a atteint ça, il ne faut pas tout de suite vouloir remonter trop vite. Et là, je reviens sur mon côté, il faut un peu prendre cette peur-là, la digérer un peu, comprendre ce qu'il y a derrière. Et là, tu respectes des paliers de décompression émotionnelle. Mais il ne faut pas tout de suite vouloir tout de suite remonter à un état de joie ultime et tout, parce que tu vas aller trop vite. Et ces paliers de décompression, tu vas louper une information fondamentale sur toi, et la probabilité est très forte que tu vas répliquer après les mêmes erreurs qu'avant. Et que le signal porté par la peur, finalement, il ne t'aura pas secoué parce que tu n'as pas voulu le repérer. Donc moi, ce que j'ai à dire, c'est, acceptez-les un moment. Alors, c'est facile à dire, mais accepte ce qui t'arrive, et à un moment, accepte que ça vient te cogner. C'est un signal, c'est quelqu'un qui te toque à la porte. Ouvre cette porte-là et regarde juste ce qu'il y a derrière. Et là, après, il y a peut-être une information fondamentale sur ton évolution, sur ton développement propre. Mais il ne faut pas tout de suite passer à côté. Il ne faut pas tout de suite vouloir l'effacer à la gomme ou au truc. Non, garde-le un petit peu en toi. Et c'est ce que je dis souvent, tu vois, il ne faut pas tomber dans le syndrome Icare, mais toi, quand tu as un truc comme ça qui te brûle, rapproche-toi un peu et tu t'ôtes de ça juste pour que ça ne te brûle pas les ailes. Mais à un moment, tu as beaucoup, beaucoup à apprendre de tout ça. Et cette peur-là, ou ces peurs-là qui nous atteignent, ont un rôle positif d'une certaine manière. Si on arrive à s'en dégager, et là on est d'accord Lise, si on s'en dégage un moment, parce que sinon, ça peut être un vrai handicap en fait, à terme. C'est une espèce de syndrome de Stockholm où tu deviens presque ami avec la peur et elle fait partie de ton quotidien. Et là, ça devient compliqué de se décrotter de tout ça. Mais l'accepter un moment. Et moi, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui ne font pas cette première étape. Si tu veux, ils ont une angoisse, une peur forte et ils essayent à tout prix de lutter contre. Et moi, je leur dis d'abord, tu te mets à nu. Tu écoutes ce qu'elle a à te dire, ça va peut-être faire mal. C'est une sensation peut-être extrêmement déplaisante qui va te secouer méchamment. Mais écoute, vois, sois ouvert un peu sensoriellement. Et après, alors ça, c'est une question, il y a des gens qui ont plus de ressources que d'autres, on est d'accord, à certaines étapes de leur vie pour dire, ok, là, je peux réguler, je peux moduler. Mais si tu disposes de ressources suffisantes à un moment, tu te détaches. Mais ne pas l'accepter, ne pas lire cette information-là, c'est passer à côté d'un truc essentiel pour toi, pour ton souffle vital, je reviens à ça. La peur, c'est quelque chose qui peut te mettre en mouvement aussi. Je donne l'exemple dans le bouquin de survivants en haute altitude. S'ils n'avaient pas ressenti de peur à un moment, s'ils n'avaient pas compris l'urgence et l'importance de cette peur, ils seraient tous morts dans la cordillère des Andes. Alors que cette peur-là, elle s'est transformée, non pas en quelque chose de négatif, mais en une énergie du désespoir qui est autre que l'espoir et que l'enthousiasme, qui t'amène à quoi? À la persévérance, à lutter pour ta pomme, pour les autres, etc. Donc, peu importe le terrain, il peut être boueux, il peut être crado, il peut être merdique. Mais de tout ça, je pense qu'il y a quelque chose de fort qui peut sortir si tu sais repérer la petite pépite qu'il y a dans cette boue-là et dans cette eau un peu trouble. Là, Non, mais Lise dit toujours que acceptation égale transformation. Ça, c'est la base dans tous ses livres. Et tu peux nous en parler, Lise, de cette acceptation, mais de l'intérieur. Oui, accepter, c'est le gros problème la grosse difficulté d'accepter, c'est que les gens pensent que quand j'accepte, je suis en train de dire je suis d'accord.
Donc, accepter, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de soi, tandis que être d'accord, c'est quelque chose qui est mental, ça veut dire j'ai la même opinion. C'est pas du tout la même chose. Accepter, c'est dire juste reconnaître que c'est là. Donc, avec la peur, le moyen que personnellement j'utilise puis qu'on enseigne aussi, je vois toujours le bon côté à la peur. Je dis, OK, c'est quoi le bon côté à ma peur? C'est qu'elle nous aide à trouver un besoin. Fait que si je dis, OK, là, j'ai peur. Fait que je suis en train d'accepter. Je me donne le droit d'avoir peur. Je suis une personne humaine. Bon, j'ai peur, là, je me laisse envahir par les peurs de tout le monde, là, puis je m'aperçois que j'ai très peur. Et puis, après ça, je dis, OK, cette peur que je vis dans le moment, là, elle m'empêche quoi dans ma vie? Elle m'empêche d'être quoi? Fait que si la première réponse vient, si elle m'empêche d'être calme, elle m'empêche d'être joyeuse, bien là, je découvre que ce que j'ai besoin, c'est être joyeux ou être calme. Fait que voilà le bon côté de la peur, c'est qu'elle nous aide à trouver un besoin. Donc là, si la personne, si elle fait juste dire, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant, là? La petite action ou la pensée que je pourrais avoir qui va m'aider à être joyeuse. Tu vois, ça, c'est déjà une action qui peut aider les gens avec leur peur. Tu sais, parce qu'on ne peut pas se dire, ben là, il faut que j'arrête d'avoir peur. Bon, arrête, il faut que j'arrête de penser. On sait bien que ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas, ça revient au galop. C'est parce qu'il n'y a pas d'acceptation. Tout le monde a peur. Tous les humains ont peur. Ça fait partie d'être humain. Ça va être impossible un jour pour une personne de jamais avoir peur. Parce que de toute façon, la peur peut nous sauver la vie. Des fois, c'est une peur réaliste. Donc, c'est sûr que là, dans le moment, c'est ce qui semble être activé le plus avec la pandémie. Ça éveille beaucoup, beaucoup de peur chez les gens. Mais en même temps, il faudrait regarder, il ne faut pas juste s'attarder à ça, regarder toutes les autres choses que ça éveille aussi. Est-ce que ça ne pourrait pas être une opportunité aussi pour nous connecter à notre authenticité? C'est-à-dire que trop souvent, dans le monde de l'entreprise, on prend un costume, on n'est pas soi-même parce qu'on est persuadé qu'on doit incarner un rôle. Est-ce que cette crise-là ne vient pas nous impacter pour nous dire qu'il y a urgence là maintenant? Parce qu'on a découvert, moi ce qui m'a vraiment un peu bluffé, c'est qu'on a découvert la vie parce qu'on n'arrêtait pas de nous parler de la mort. Subitement, c'est vrai, c'était tellement évident, et là tous les jours, et ça recommence. Hier soir au journal, on vous remet le nombre de morts. Ça y est, en France, ça reparti. On nous donne le nombre de morts par jour. Ça reparti ici aussi. Et donc l'idée, c'est est-ce que finalement cette opportunité, parce que l'idée c'est retrouver son enthousiasme. Est-ce que son enthousiasme, c'est pas justement être authentique, apprendre à enfin oser entendre la petite voix en soi, au-delà de la pensée conditionnée de la société, de papa, de maman, et du bon chef et du bon patron. Moi, j'ai beaucoup de patrons qui m'appellent, de dirigeants. Comment veux-tu qu'ils motivent, entre guillemets, et qu'ils enthousiasment leurs équipes, alors que eux-mêmes, ils sont complètement déjà défaits. Donc, parce que finalement, ils n'ont pas du tout envie de faire ça, parce que quelque part, ils rêvaient d'être un chanteur, ils rêvaient d'être artiste, et que d'un autre côté, il a fait ça pour faire plaisir à. Et là, je me dis, finalement, cette crise, est-ce que c'est pas une chance d'arriver vers cette élévation de conscience, puisque quel sens je donne à ma vie, finalement, Lise? Oui, c'est sûr. Parce que les gens, souvent, ils ne savent même pas leur motivation, ils ne savent même pas la raison pour laquelle ils font telle sorte de travail. Il y en a que c'est juste le salaire, la paye, l'argent qu'ils font. C'est juste ça qui les motive. Puis en réalité, ils n'écoutent pas leurs besoins. Tu sais. Puis moi, j'ai tellement vu, là, j'avais la semaine passée, je faisais une fête avec tous mes petits-fils qui maintenant sont des hommes, et puis qui me parlaient de ce qu'ils vivaient, là, parce que là, maintenant, ils travaillent en ligne à partir de chez eux. Puis là, ils n'en reviennent pas de découvrir que finalement, telle et telle chose, là, ils n'aimaient pas ça, ça ne répondait pas à un besoin dans ce qu'ils faisaient au niveau de leur travail. Puis là, ils ont découvert davantage qu'est-ce qui leur plaît. Puis, ça change beaucoup, ça va beaucoup changer au travail, hein, parce que le travail en ligne, les gens s'aperçoivent qu'ils sont beaucoup plus calmes, ils n'ont pas passé 2 heures dans le trafic le matin pour se rendre au travail, ils sont beaucoup plus... productifs, et puis c'est des économies pour tout le monde. Fait que il y a quelque chose, en tout cas, qui va changer. On ne retournera jamais comme avant, ça c'est sûr. Donc, ça, ouais. Et Christophe, tu penses quoi de tout ça? Moi, ce rapport à l'authenticité, effectivement, il est super important. Je vais vous donner juste un petit truc que j'ai observé chez
des gens que j'étudie un petit peu à la loupe en ce moment sont des chasseurs de trésors, bref, des gens un peu particuliers. Il y a même très récemment des apnéistes, des champions là-dedans, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Oui. Comment est-ce qu'eux, ils arrivent à se reconnecter à leurs besoins essentiels? Eh bien, ils ont un petit truc. Et moi, ça avait commencé, c'était un réalisateur de cinéma qui me l'avait confié. Il dit, ben, moi, quand je suis dans une situation où finalement, je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas quelle direction vraiment prendre, eh ben, je me parle à moi-même. Donc, il y a comme une petite voix intérieure, et je me parle à moi-même dans ma deuxième langue. Et il me dit, alors lui, pour le coup, ce réalisateur-là, c'était un réalisateur américain, et sa deuxième langue, c'était l'espagnol. Donc, il me dit, bah, je pense en espagnol, et je me pose la question, de quoi tu as vraiment envie, en fait? Là, maintenant, dans ce moment précis, dans cet espace-temps, là, tu es dans un vortex de là, tu as envie de quoi? Et il se pose cette question dans sa tête, hein, il n'est pas verbalisé à l'extérieur, et il se pose la question. Et là, il me dit, ben, ok, c'est bon. Je savais quel plan fallait faire direct. J'ai eu une sensation plaisante en regardant vers là-bas. Les chasseurs de trésors, c'est pareil. C'est attends, là, je suis dans une cité maya, où là, je cherche une épave que personne n'a trouvée depuis des années-lumière et tout. Je suis dans un truc sous l'eau. Je suis avec mon masque, avec mes bouteilles de plongée à oxygène et tout. Je suis face à l'infini, quoi. Tu es dans l'océan, tu es dans la mer. Ils ferment les yeux. Ils se posent la question dans leur deuxième langue. Et comme de par hasard, derrière, ils trouvent, alors là, c'est encore plus matérialisé, parce qu'ils trouvent le trésor, quoi. Ben, pourquoi? Parce que dans ta deuxième langue, tu as moins de vocabulaire. Donc, en fait, tu vas moins te laisser embrouiller, embrumer par la logique, en fait, par le mental, par une structure analytique ou quoi. Et tu vas être beaucoup plus proche de ton intuition première. Tu vas être beaucoup plus proche. À nous, moi, je reviens sur le souffle vital. C'est ça qui te fout, qui donne tout. Et donc, ce besoin essentiel pour toi, mais tu vas l'entendre encore plus facilement dans une situation qui est critique pour toi. Donc ça, je vais pas mesurer quantitativement, je n'ai pas fait d'expérience sous imagerie médicale ou quoi avec des collègues neuroscientifiques, mais j'ai des cas cliniques comme ça. J'ai des gens qui me racontent ça, cette technique-là. Et je pense que ça, quand effectivement, tu te parles à toi-même, et dans un langage qui n'est pas un langage avec où tu joues la comédie sociale, on va le dire comme ça, et ben derrière, tu te connectes plus facilement à toi. Et je pense que là, tu as une préférence qui naît. Et moi, je dois vous avouer que depuis maintenant plusieurs années, je fais ça pour tout, que ce soit pour mes décisions pro, perso. Et ma vie en ce moment, elle est un peu chaotique, donc je l'utilise vachement. Mais ouais, mais ça m'aide vraiment. C'est vraiment puissant comme exercice. Donc moi, je vous le recommande, testez. J'assure le SAV, vous m'enverrez un petit mot sur mon compte ou quoi, si ça marche pour vous pas. Mais ouais, mais l'authenticité. Mais ça, c'est génial ce que tu dis. L'outil premier que Lise propose depuis 40 ans, c'est le décodage, c'est-à-dire se poser la question comment je me sens tout le temps. C'est apprendre à recréer un dialogue intérieur avec soi. C'est arrêter de penser que c'est l'autre qui va nous donner la clé. On a tout en nous. Et ça, c'est ce que Lise fait dans son école et qu'on fait à l'Institut SAE. C'est apprendre à se poser des questions. En tant que manager, en tant que cadre, en tant que salarié, c'est comment je me sens, où j'en suis là par rapport à ça. Et ça s'apprend, Lise, ça. Ah ben, c'est sûr, ça s'apprend. Tout s'apprend, hein? Mais il faut pour commencer de décider. C'est pour ça que j'ai appris au fil des années à arrêter de vouloir sauver une personne qui ne veut pas être sauvée. Ça, c'est parce que j'ai beaucoup... je l'ai sauvé tout le monde au début quand j'apprenais des choses nouvelles. Mais dès l'instant où une personne dit « ça y est, j'en ai ras-le-bol, je veux telle chose », toute son énergie change. Il y a quelque chose qui tu sais, puis ça peut être tous des petits buts. Faut pas penser un peu comme Christophe disait. Faut pas essayer de tout faire en même temps, c'est impossible. Mais un petit but à la fois qui va m'aider à aller vers ce que je veux être. Et puis ça, c'est une des choses qui entretient l'enthousiasme aussi, le fait d'avoir des buts. Puis dans l'entreprise, moi, je sais que j'ai toujours travaillé avec des équipes. Puis, j'ai toujours fait faire des prouesses vraiment assez extraordinaires à mon équipe. Puis, je suis certaine que c'est mon enthousiasme qui a fait ça. Parce que, combien de fois je me faisais dire par une de mes employées ou quand j'étais dans la vente, une de mes vendeuses, maintenant, écoute encore,
Ah, toi, tu n'as pas d'idée de ce que tu m'as fait faire, comme par exemple une animatrice. Je dis, bon, ben OK, c'est toi qui vas au Japon dans la prochaine tournée. Quand je lui disais ça, ah, moi, j'allais au Japon toute seule. Je parle pas anglais, puis tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, j'ai dit, oui, t'es capable, puis là, en tout cas, je l'encourageais, puis ils ont tous réussi à le faire. Ils ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais pensé possible de faire. Mais, fait que c'est ça, l'enthousiasme, il faut l'entretenir nous-mêmes, puis automatiquement, ça se communique aux autres, puis eux autres nous aident à la garder. En tout cas, c'est un cercle qui continue tout le temps. Puis moi, je trouve que ça me fait toujours de la peine de voir quand une personne n'a aucun enthousiasme. Quand je lui dis, t'as hâte à quoi, là, toi, dans le moment, dans ta vie? Là? Ah, j'ai hâte à quoi? Non, ben rien. Rien, tu sais. Moi, ça va être juste n'importe quoi, une soirée avec des amis, c'est comme là, quand j'ai organisé une petite fête là, avec mes petits-fils, c'est pas évident, toutes les rejoindre. Là, j'ai 8 petits-fils, donc là, j'ai fait ça samedi passé. Ben, toute la semaine, là, je suis toute excitée là, parce que j'ai hâte à la fête avec mes petits-fils. Là. Ben, c'est toutes les petites choses, puis si on le fait dans notre vie personnelle, on est capable après ça aussi de le faire dans notre vie professionnelle. Dans ce que tu dis, il y a une notion qui est fondamentale, c'est la notion de responsabilité. C'est-à-dire qu'on est responsable de sa vie. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau pour certains, peut-être des personnes qui nous écoutent. On n'est responsable que de soi. Oui. Ben, c'est comme, disons, si madame ou monsieur dit, ben, c'est difficile pour moi d'être enthousiaste parce que ma femme ou mon mari, ils viennent tout briser mon enthousiasme, ils ne m'encouragent pas. Donc, ça, c'est une personne qui n'est pas responsable. Parce que c'est ça la responsabilité, c'est jamais quelqu'un d'autre qui a le pouvoir de t'enlever ta joie ou ton enthousiasme ou ton pouvoir ou ta créativité ou quoi que ce soit. Il y en a qui vont dire c'est à cause du patron. Le patron ne comprend pas. Tu sais, on va inventer toutes sortes d'excuses, mais c'est pas vrai. C'est moi qui laisse l'autre m'influencer. Puis si l'autre essaie de m'empêcher d'aller vers ce que je veux, c'est parce qu'il fait juste refléter mes peurs. Il y a une petite voix en dedans de moi qui dit non, là, tu dis là, que tu veux faire telle chose, là, puis c'est même pas vrai, tu y arriveras jamais, tu n'es pas capable, puis qu'est-ce que les autres vont dire? Bon, puis il n'y a jamais une personne qui va essayer de nous décourager si on est vraiment dans notre enthousiasme puis on est décidé. Ils vont juste dire « Ah, mon Dieu, que tu as l'air enthousiaste », puis tu sais, ils vont nous encourager. Et être responsable, c'est donc créer sa vie et assumer les conséquences. Oui, puis savoir que chacun crée sa vie. Parce qu'il y en a qui disent oui, moi, je suis bien conscient, mais ils sont toujours en train d'essayer d'organiser la vie des autres puis de contrôler la vie des autres. Alors, je dis non, tu n'es pas responsable parce que là, tu te crois responsable de créer la vie de l'autre. Quand on est responsable, on laisse les autres assumer leurs conséquences aussi. On les laisse prendre leurs décisions. On peut donner des conseils, mais pas les forcer ou vouloir trop les influencer. Puis dire, OK, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu veux faire, mais si tu veux le faire, fais-le. Mais là, après ça, c'est toi qui assumes les conséquences. C'est bien pas me voir, là, parce que là, tu as tout perdu ton argent dans ce que tu as voulu faire. Il faut que ce soit clair qu'on n'est pas responsable des actions des autres, puis des conséquences des autres aussi. C'est pas évident, hein? C'est la notion la plus difficile à mettre en application dans tout ce que j'enseigne. La responsabilité. Oui. Christophe? En rebond, par rapport à ce que tu dis, Lise, cette notion de responsabilité ou responsabilisation, moi, elle m'amène au questionnement sur la victimisation. Et moi, j'ai envie de vous dire à toutes et à tous que chaque fois que tu te considères comme étant une victime, tu vas puiser dans ton réservoir d'enthousiasme. Et il va diminuer, en fait, ce réservoir-là. Chaque fois que tu dis, OK, dans cette situation, non, je suis une victime, tu tues un peu plus. C'est vrai. Je ne sais pas comment on dit, la fée enthousiaste qui est en toi. Ouais. Mais vraiment, c'est comme Peter Pan, où chaque fois que tu... Boum, il y a une fée qui meurt, ou chaque fois que tu ne crois pas en une fée, tu as une fée qui meurt. C'est la même chose pour cette notion de victime. Et ça, on peut très facilement le conscientiser. C'est-à-dire qu'on est dans une situation et tout.
Et à un moment, on se dit, mais tiens, quand là, tu es en train de râler, comme tu disais, Elise, tiens, c'est la faute du patron, c'est la faute de je sais pas qui. Mais dis-toi que chaque fois que tu utilises ces mots, il y a tout un vocabulaire autour de victime, faute, machin, etc. Et bien, chaque fois que tu prononces ça, que ce soit dans ta tête ou en le verbalisant avec les autres, dis-toi que tu es dans ce registre de victimisation. Et derrière, tu sabotes encore un peu plus les élans d'enthousiasme. Et l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que plus c'est compliqué, moins il faut réfléchir. Je vais le dire une deuxième fois, plus c'est compliqué, moins il faut réfléchir au sens analytique du terme. Et là, il y a plein de travaux en neurosciences, en psycho, des travaux assez modernes, qui te montrent que chaque fois que tu réfléchis trop, que tu parles un moment de la réunionnite, Jean-Louis, que tu arrives à un niveau de maturation, là, tu as le mental qui tourne à plein régime, au machin et tout, en fait, tu t'éloignes, mais extraordinairement loin de tes préférences, en fait, et de tes besoins premiers. Donc ça, c'est l'autre truc, c'est quand vous êtes dans des choses... Ouais, là, on vit des crises, il y a des situations compliquées pour des personnes qui ne savent pas si elles restent ou pas dans leur boulot, machin. Plus c'est compliqué, moins tu réfléchis. Et là, tu te poses peut-être la petite question, comme je disais avant, dans un deuxième langage. Et puis, tu ressens, c'est binaire, en fait, l'émotion. C'est plaisant ou c'est déplaisant. Si à un moment, dans un ressenti ou dans une idée que tu te projettes à toi-même, il y a quelque chose de très plaisant qui vient, avec un espèce de truc comme ça qui te parcourt, un souffle, l'air, vas-y. C'est ça. Si au contraire, cette idée-là, même si elle est bien pensée par les autres, même si ça a l'air plutôt raccord avec ce qu'on pourrait attendre de toi, mais que derrière, ça suscite quelque chose de déplaisant qui t'oppresse, au niveau de la poitrine, au niveau du thorax, qui t'amène à des sensations extrêmement désagréables, il ne va pas, en fait. Et c'est pour ça que, et là, moi, je suis avec vous, Lise et Jean-Louis, je suis totalement raccord sur le fait, oui, la vie, il y a des choses compliquées, etc. Mais elle est simple. Elle est tellement simple. Si tu es juste câblé sur des choses simples, il y a un gros câble, il faut que tu sois sur ce gros câble intuitif. Tout le reste, c'est du signal brouillé. Et c'est ça qui amène l'angoisse. Parce que l'angoisse, plus c'est brouillé, plus tu as d'angoisse. Et l'angoisse, après, voilà, elle peut être plutôt néfaste et amener des choses peu folichonnes pour toi. Donc voilà, je rajouterais ça sur le côté victime et sur le côté pas trop réfléchir au sens. Et sur le côté pas trop réfléchir, c'est sur le côté simple. Et Lise dit toujours que ce qui est intelligent est simple. Ou ce qui est simple est intelligent. Donc ça veut dire que moi je suis toujours bluffé parce qu'à l'institut qu'on a créé ensemble, on a un cycle de 5 formations et les gens quand ils arrivent, ils s'attendent toujours à trouver des choses compliquées. Et Lise, elle a un talent extraordinaire pour simplifier les choses. Et je vois les égos au début, parce qu'en début de formation, ils s'attendent à avoir des PowerPoint, à avoir plein de choses. Mais nous, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne avec Lise. Et l'outil est tellement simple, mais il est tellement puissant. C'est ça qu'il faut voir. C'est à travers ce cycle, vous allez récupérer 20-25 outils, mais d'une simplicité déconcertante à appliquer tous les jours, pour ne plus subir les émotions dans le cadre professionnel. Vous pouvez le faire aussi dans le cadre privé, mais c'est pour pouvoir reprendre son propre pouvoir sur sa vie et pour pouvoir redevenir le capitaine du bateau. Et c'est vrai que cette simplicité dont tu parles, Christophe, c'est complètement en harmonie avec ce que fait Lise. D'ailleurs, tous ces livres, ces 26 livres, elle le dit très, très simplement. C'est pas une auteure, elle écrit comme elle parle. Et c'est pour ça qu'elle a vendu 6 millions de livres aujourd'hui. Je veux dire, 6 millions de livres, et comme elle le dit très justement, un livre, c'est environ 3 personnes. Donc, ça veut dire 18 millions de personnes qui ont lu dans le monde ces livres traduits en plus de 20 langues. C'est un phénomène, c'est pas gratuit. On peut en vendre 200 000, 300 000. Quand on atteint ce niveau-là, c'est que cette simplicité-là, elle a touché les gens. Et ça, c'est vraiment un cadeau parce qu'avec Lise, on veut l'apporter dans l'entreprise. C'est un challenge d'apporter la bienveillance, de replacer l'humain avant la fonction. Mais on sait qu'on va y arriver. On est à contre-courant complet. En face de nous, on a des gens qui vont modéliser, qui vont marketer des choses. Nous, on n'est pas comme ça. Et les gens qui ont suivi nos formations, on avait une formation par Zoom là, la semaine dernière. Et c'est bluffant. On avait une directrice de maison de retraite, 14 maisons de retraite à Madrid. On avait des profils, mais très, très de managers qui sont arrivés là avec leur ego. Et le soir, ils ont juste découvert qu'ils étaient humains. Humains. Avec aussi un cœur, avec aussi des peurs. Et tant qu'on n'est pas connecté à ça, on ne peut pas être dans son axe et un bon manager. Donc, c'est pour ça, si les formations vous intéressent, sur sae.fr, on a des cycles par Zoom.
Moodwork propose aussi son application et la super application Dr Mood aussi. L'application Dr Mood, elle est géniale puisque plutôt que de rester dans un inconfort, c'est gratuit en plus. Téléchargez Dr Mood, vous allez avoir un décodage qui est complètement en synergie avec ce que nous, on va vous proposer, mais qui va vous permettre de mettre un mot sur ce que vous ressentez. Tant qu'une peur, elle n'est pas identifiée, on ne peut pas, entre guillemets, avancer. Et toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, je pense qu'un professionnel qui reste dans une crise ou dans un inconfort, il le veut, comme dit Lise. C'est-à-dire qu'à un moment, il est dans la victimisation, comme le disait aussi Christophe, et qu'aujourd'hui, il existe des solutions simples pour pouvoir sortir de cet état-là. Ouais. Et juste préciser sur le victime, parce qu'il y avait un commentaire très intéressant là, que j'ai juste lu la volée. Là, je bosse avec des rescapés du Bataclan, par exemple, pour le prochain bouquin et tout. Effectivement, tu subis une situation à un moment. Mais la force de la personne là que j'interroge, qui a un parcours de vie extraordinaire, qui est aujourd'hui tétraplégique, enfin, bref. Cette personne-là, en fait, elle a acté le statut à un moment de victime, ok, situationnel. Il y a eu un moment, mais elle n'est pas devenue une victime permanente. Et ça, c'est différent. Et là, après, voilà. Donc, effectivement, à un moment, tu peux accepter ce statut parce qu'il y a un truc qui te tombe sur la tête. Et ça peut être sur des agressions, des machins. Ok. Mais c'est de juste pas être dans quelque chose de permanent. Parce que ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, c'est comme l'émotion. L'émotion, elle est de passage. C'est une hirondelle. À nouveau, elle n'est pas faite. Elle niche en toi. Après, il y a une autre émotion qui vient, etc. Et voilà, c'est quelque chose de succinct. Ça vient, c'est quelques millièmes de secondes, quelques minutes. Mais c'est pareil, pour le statut de victime, c'est ça. Ne sois pas prisonnier de ce truc-là, parce que ce truc-là, après, tu te crées ton propre cercueil, en fait. Et c'est là où, et je suis sûr, Lise, tu sais, quand tu disais les gens, c'est triste, hein, les gens qui sont enthousiasmés par rien, ces personnes-là, tu vois que quelque part, ça les ronge physiquement. Et ces personnes-là, même la couleur, à un moment, tu sais, elle devient un peu grise, comme ça, tu sais, l'électroencéphalogramme plat, un peu terni, et effectivement, si tu n'as pas conscience de tout ce qu'on échange là depuis avant et qui sont très simples, et que tu t'ouvres pas juste à ça, tu peux vite sombrer, et je crois intimement que quand tu sombres là-dedans, derrière, oui, physiquement, il y a un impact physique. Et on le voit sur les gens qui sont très peu dans l'acceptation émotionnelle, des études te montrent que ces gens-là sont plus sujets au burn-out, plus sujets à des phases dépressives, qui ont un impact sur la santé physique et psychique. C'est sur le système immunitaire, c'est indéniable. On le prouve, c'est publié aujourd'hui dans plein de revues par des collègues. Donc tu te dis, ouais, il y a préservation de soi et en même temps, ouais, fais gaffe parce que c'est pas juste une idée, c'est pas... Parce que ce qui semble simple, quelquefois on a tendance à dire que c'est un poncif et que c'est, ouais, bon, ok, ouais, mais non. Si dernièrement, j'étais avec le bras droit de Cousteau, du commandant Cousteau, qui est encore en vie, qui est un type extraordinaire, et qui, merci à Sylvie pour la mise en contact, je ne sais pas si tu es dans le public aujourd'hui, et je te remercie. Et lui, il disait, mais le simple fait même de dire un bonjour, il dit, les gens ne comprennent pas la puissance absolue du bonjour, de dire bonjour. Et il dit, si tu dis bonjour, en toute authenticité avec toi-même, et avec toute l'intention que tu as toi, il dit, mais tu ne peux pas imaginer l'impact sur les autres. Et regarde déjà le nombre de gens qui disent même plus bonjour. Alors, tu sais, le bonjour, allez, la comédie dell'arte, le machin. Mais un bonjour sincère, ça te change déjà l'amorce d'une situation. Donc, tout ça pour dire que c'est simple. Il y a des choses très simples, et avec un impact considérable sur les individus. Lise, tu aurais un mot de la fin à nous donner ? Le mot, c'est d'être conscient qu'est-ce que je veux. Parce qu'il n'y a personne au monde qui peut le faire pour toi. Il faut que ça vienne de l'intérieur de nous, puis là, les autres vont collaborer avec nous quand nous autres, on est décidés puis qu'on passe à l'action. Alors, qu'est-ce que les gens devraient toujours se demander ça? Qu'est-ce que je veux? Puis aussi, être reconnaissant pour des choses. Moi, la reconnaissance, là, je trouve qu'elle n'est pas assez utilisée. Tu sais, les gens, ils parlent toujours de ce qu'ils n'ont pas, puis ce qui ne marche pas, plutôt que de parler des bonnes choses. Et puis, moi, à tous les matins, en me levant, là, en m'ouvrant les yeux, j'ai hâte d'avoir mes cadeaux aujourd'hui. Pas mon cadeau, mes cadeaux. Puis là, quand quelqu'un m'appelle, une bonne nouvelle. Ah, t'es mon premier cadeau aujourd'hui. Puis, tu sais, ça met de la gaieté, de la joie. Puis le soir,
en mettant ma tête sur l'oreiller, c'est que je commence mes remerciements. Parce qu'il s'est passé des choses dans la journée que je dis, hey, c'était bien comme moi, par exemple, si j'ai une nouvelle idée, là, quelque chose qui vient, une nouvelle inspiration, là, ça m'énergise. Là. Hey, wow, c'est génial, je me dépêche à l'écrire avant d'oublier. Ben ça, je vais dire, ben merci à mon Dieu intérieur, là, merci, je ne sais pas d'où ça vient, là, mais ça, c'est... Ou des fois, quelqu'un va dire juste une phrase, je vais lire une phrase dans un livre là, qui fait un gros wow. Ben, je vais dire des merci pour toutes sortes de choses que j'ai pas considéré comme mes cadeaux dans la journée. Là. Mais tu vois, ça met du piquant dans la vie. Puis c'est juste que se souvenir surtout que vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Il n'y a rien qui peut arriver tant que vous n'avez pas décidé, c'est ça que je veux. Puis c'est ça. Et moi, je voudrais juste vous dire, parce que Lise me le permet, le 14 février 2021, Lise va avoir 80 ans. Voilà, donc vous avez en face de vous quelqu'un, regardez la patate qu'elle a, la pêche qu'elle a, l'énergie qu'elle a. D'ailleurs, son dernier livre, Comment prendre de l'âge tout en ayant beaucoup d'énergie, c'est un truc de fou parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'elle nous dit, elle le met en pratique depuis 50 ans. Donc ça veut dire que c'est possible pour chacun. Parce que pourquoi ça serait possible pour elle? Si, et elle le dit très justement, ne faites pas des formations et après vous mettez ça dans un coin. Le livre, si vous l'achetez et vous ne le mettez pas en pratique, ça n'a pas de sens. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et ça, je veux dire, elle nous fait un cadeau, mais magnifique. Regardez la leçon d'optimisme. C'est notre cadeau du jour, Lise. Je veux dire, merci. Et juste pour dire, avec Christophe, le 23 mai et le 30 juin, on sera à Marseille et à Versailles, sur scène, pendant 3 heures, pour justement fêter les 80 ans de Lise. Donc, vous allez sur lisebourbeau.fr. Ça va être un moment génial de grande reconnaissance pour tout ce que tu as apporté. Il faut juste savoir que quand on va chez Cultura aujourd'hui ou on va à la FNAC, on voit tous les livres de développement personnel et c'est une évidence. Il y a 40 ans, Lise a été la première à oser écrire un petit livre rose et elle raconte toujours que quand elle était à Montréal, quand elle a acheté le livre du Dr Murphy, c'était entre guillemets sous le manteau parce qu'il n'y avait qu'une librairie à Montréal où on pouvait l'acheter. Et elle a osé, alors que c'était la numéro 1 de Tupperware aux États-Unis, au Canada, tout remettre en cause pour créer une école pour apprendre justement à simplifier sa vie. Donc, une immense gratitude pour tout ce que tu es, Lise. Et grâce à SAE, aujourd'hui, tu vas apporter ça dans le monde de l'entreprise. Et le partenariat qu'on a avec Moodwork, qui est aujourd'hui une entreprise exceptionnelle, une start-up qui est battante, c'est un vrai cadeau de reconnaissance aussi de ce travail-là, parce qu'il y a des synergies entre le docteur émotion, là, Christophe, qui nous a permis de passer un confinement merveilleux, parce que grâce à lui, il était présent tout le temps, il nous permettait de comprendre ce qui se passait en nous. Il était sur toutes les chaînes de télé, de radio, plus tes livres, donc ne restez pas dans un immobilisme. Je suis peut-être un peu trop enthousiaste, mais c'est vrai que ça, c'était juste... Ah, lâche pas. Et ouais, on y va, parce que la crise, ça peut être une opportunité. Donc, je tiens à vous remercier tous pour votre participation à cette conférence en ligne. Merci beaucoup. Donc, nous, ici, on ne fera plus de conférences à partir du mois d'août. On reviendra en septembre avec une campagne quête de sens où nous aurons beaucoup de contenu et également des conférences qui arriveront tous les mois. Et donc, on abordera la quête de sens au mois de septembre. Merci à vous en tout cas. Merci. Un immense merci à Lise pour le temps que tu nous as accordé. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci Christophe. Merci. Bonne journée à vous.